Bonjour à tous. On va commencer directement cette session sur les essais cliniques. Alors, il y a deux parties. Une partie pour essayer de faire un peu le panorama des essais. Et ensuite, ça nous a semblé important, il nous a semblé important qu'il y ait un témoignage sur... si, il marche. Qu'il y ait un témoignage sur un essai clinique qui a été mené et voir toute la réflexion qu'il y a eu autour de cet essai. Donc, en première partie, sur une revue de littérature rapide, parce que je sais que c'est difficile de réduire sur cette histoire de Dominique Salmon d'Institut Fournier. Merci Dominique. Voilà, merci pour l'invitation. J'attends que la première diapo arrive. Voilà, merci. Donc c'est moi. Ok, très bien. Donc je vais vous parler dans un premier temps des interventions symptomatiques, ensuite des essais cliniques qui sont en cours. Vous verrez qu'on est vraiment tout au début, et puis des leçons pour le futur. Bon, excusez-moi. Donc je ne vous rappellerai pas la stratégie thérapeutique recommandée par l'HAS depuis 2001, juste pour vous montrer qu'elle est basée sur 4 piliers: le traitement symptomatique, l'information du patient, l'autogestion et l'apprentissage au pacing, les rééducations dans toutes leurs dimensions, comme il y a une atteinte du système nerveux autonome, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace, et puis la prise en charge psychologique. Malheureusement, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas ce minimum. En France, c'est extrêmement important parce que bien sûr, ça ne guérit pas les patients, mais ça les améliore énormément. Donc depuis 2001, on a maintenant des traitements symptomatiques, excusez-moi, il y a pas mal de décalage, je me rends compte, qui marchent, qui n'ont pas tous fait l'objet d'essais thérapeutiques, mais par exemple les AINS peuvent marcher sur les douleurs, on a des traitements pour le POTS, les antihistaminiques quand on a des syndromes d'activation macrophagique secondaire, le chromoglycate de sodium que les allergologues nous ont appris à utiliser, les antidépresseurs, la colchicine, etc. Il y a même des essais courts, mais qui montrent l'intérêt de certaines de ces approches. Vous voyez ici, par exemple, les antihistaminiques H1, H2, quand ils sont associés, on a une diminution des troubles digestifs, mais également, on peut avoir des améliorations au niveau de la fatigue ou au niveau des troubles cognitifs, légers bien sûr, hein, c'est très partiel, mais ça peut être intéressant. La rééducation et le pacing, on a aussi quelques études. Donc, sur la rééducation, c'est essentiellement la rééducation respiratoire. Il n'y a pas grand-chose sur l'activité physique adaptée. Ça améliore la qualité de vie, et ça améliore aussi le syndrome d'hyperventilation. Et puis, il y a quelques études sur le pacing. Malheureusement, il n'y a pas d'essai randomisé, mais je vous invite à voir l'étude de Gali, là, en bas à droite, qui est assez intéressante. Sur plus de 170 patients, il s'est rendu compte que plus les patients font du pacing de façon vraiment stricte, plus on a un contrôle des troubles cognitifs. Bien sûr, ce n'est pas une solution pour les gens actifs de rester allongés, mais en tout cas, ça peut vraiment aider les gens qui ne sont vraiment pas bien du tout sur ce plan-là. Il y a aussi des essais qui sont en cours. Donc, avant de passer vraiment aux aspects plus causaux, vous voyez qu'il y a au minimum 3 études sur la réhabilitation physique, cognitive, et puis un essai randomisé sur le pacing qui va être fait par l'équipe Recover NIH. Donc, je vais plutôt maintenant m'intéresser aux interventions causales, c'est-à-dire quels sont les essais cliniques en octobre 2024. Donc, pour faire ça, j'ai regardé d'une part sur le site Clinical Trial et également les essais sortis dans la littérature. Donc, vous voyez que sur le site Clinical Trial, on a 541 études sur le Covid long, 61 essais thérapeutiques, mais 22 seulement qui traitent d'interventions pharmacologiques ciblées et causales. Le reste consiste en des traitements symptomatiques, des essais de rééducation, des suppléments, télémédecine. Bon, il y a certainement des choses intéressantes, mais je n'ai pas pu tout analyser. Ces essais cliniques pour les interventions causales, c'est des essais qui collent un peu à nos hypothèses physiopathologiques. Donc, je les ai classés en approche antivirale, les approches immunomodulatrices, les approches neuromodulatrices, les anticoagulants et l'oxygénothérapie tissulaire, et également les aphérèses, et puis rééducation et autres approches. Il faut voir que ce sont surtout des études pilotes, quelquefois randomisées, mais pas tout le temps, peu puissantes, avec un rationnel qui n'est pas toujours clair et avec des endpoints souvent en fin de traitement et pas sur le long terme. Néanmoins, qu'est-ce qu'on a
Ah, pardon, je voudrais revenir en arrière. On a, pour les essais qui traitent d'une approche antivirale, on a quand même 4 essais qui sont en cours ou qui vont être menés. Des essais avec le Paxlovid pendant 15 jours versus placebo. Ensuite, un autre essai pendant 25 jours versus 15 jours versus placebo. Des essais avec l'ensitrelvir, un essai avec le remdesivir. Vous voyez que les critères de jugement sont essentiellement des critères cliniques et que tous les essais ne sont pas terminés. Donc, j'ai pu analyser l'un des essais, qui est l'essai STOP-PAX Trial, qui est le premier essai pour lequel on a des résultats qui, malheureusement, sont négatifs. Dans cet essai, 155 patients étaient inclus entre novembre 2022 et septembre 2023. Là, j'étais de 43 ans, 59% de femmes. Et vous voyez que dans les deux bras, les symptômes étaient très importants et ont eu tendance à diminuer au cours du temps, mais sans différence entre les deux groupes. Et même la sévérité du symptôme le plus préoccupant était plus élevée dans le groupe traité. Donc ça fait vraiment réfléchir. Est-ce que ça veut dire que finalement notre hypothèse de persistance virale et d'annuler la réplication tombe à l'eau ou non? Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, peut-être que l'activité antivirale est insuffisante. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait eu même des symptômes plus importants dans le groupe traité veut peut-être dire qu'on a eu une action, mais ensuite un rebond finalement antiviral qu'on n'aurait pas eu si on avait eu des antiviraux plus puissants. Peut-être que la pénétration est faible dans certains réservoirs, que les critères de jugement ne sont pas appropriés puisqu'on a pris la qualité de vie à 3 mois, que les cas étaient très hétérogènes. Là, on nous dit Covid long, on ne sait pas trop ce que c'était. Et peut-être qu'il n'y a pas de corrélation entre le fait de trouver de l'ARN dans les tissus et la réplication virale. Certains ont montré que finalement, il y avait très peu de virus au niveau neurologique. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer cette approche. Vraisemblablement, au contraire, si on ne traite pas la cause, on n'y arrivera jamais. Peut-être avec des antiviraux plus puissants, des multithérapies antivirales, des durées de traitement plus prolongées. Peut-être quand on aura des biomarqueurs validés, on verra quelle est l'intensité de l'effet. Et certainement, ce serait intéressant à la NRS de pouvoir avoir des plateformes flexibles où on peut comme ça tester différentes approches et arrêter celles qui ne marchent pas. Je passe maintenant, toujours dans les approches antivirales, à des essais qui inhibent la réactivation de virus latents. Donc, Messam va nous parler juste après du Temelimab, je ne vais pas vous en parler, mais il y a aussi des équipes qui vont tester des antiviraux anti-VIH avec l'hypothèse qu'il y a peut-être des rétrovirus latents qui seraient actifs, ou aussi tester le valacyclovir pour essayer d'inhiber la réactivation de virus herpès. Là encore, vous voyez que les critères de jugement sont surtout des critères cliniques. Donc, je passe maintenant aux approches neuro- et immunomodulatrices, et curieusement, j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses sur le neuromodulateur. C'est probablement pas des traitements qui vont être la solution, mais c'est quand même assez intéressant, notamment avec des doses faibles de naltrexone. La naltrexone, c'est un inhibiteur des récepteurs opioïdes qui exerce un effet immunomodulateur et qui empêche la neuroinflammation, qui est utilisée dans certaines formes graves de CEP ou après des AVC, des traumas cérébraux. Vous voyez qu'il y a 2 essais sur les doses faibles de naltrexone. Un essai avec une modulation glutamatergique, dont on a parlé ce matin de l'importance de cette voie, avec des drogues que je ne connais pas, qui ne sont pas bien explicitées sur le site. Des essais avec l'amantadine aussi, 2 essais. Donc, je ne vais pas vous donner plus de détails, juste vous dire que ça ne sort pas du chapeau. Il y a quand même eu des études ouvertes avec la naltrexone sur une 60aine de sujets qui ont montré une amélioration chez 60% des sujets avant ces essais randomisés. Et avec l'amantadine, on a aussi nos collègues iraniens qui nous ont montré une étude qui a l'air prometteuse, qui fait que certains de nous, parmi les cliniciens, quand on n'a pas de solution, on est amené à utiliser déjà ces options. Toujours dans l'approche neuromodulatrice, on a des collègues qui font un essai avec le lithium, les antidépresseurs. Donc ça, c'est assez utilisé. Vous savez que dans le Covid long, on a souvent des taux bas de sérotonine. Donc est-ce que peut-être les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine vont moduler ces taux bas de sérotonine? L'atorvastatine, ça c'est un effet plutôt modulation vasculaire, de l'inflammation vasculaire. La RTMS, donc stimulation magnétique transcrânienne, avec 2 essais qui sont en cours.
Oui, moi, ça, c'était juste pour vous illustrer la naltrexone. Vous voyez cette cohorte rétrospective sur 59 patients sous LDN avec une dose médiane de 2 mg, donc qui est 10 fois moins que les doses qu'on utilise chez les toxicomanes. 62% des patients qui ont eu une amélioration d'au moins un symptôme. Mais dès qu'on augmente les doses au-dessus de 3 mg, on a souvent des effets secondaires. Et donc, on a eu dans cette étude des patients qui se sont aggravés. Donc, passons maintenant à l'approche immunomodulatrice. Donc, on s'attendrait à ce qu'il y ait beaucoup de choses sur cette approche immunomodulatrice, puisqu'on a parlé beaucoup d'immunologie. Et en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose pour l'instant. Donc, vraiment, si vous voulez, on aurait envie de traiter avec des des immunomodulateurs, quel que l'on ait maladie systémique. Personne n'a encore passé le cas. Donc, il y a le BC007, qui est un anticorps monoclonal qui est dirigé contre les protéines G, récepteurs aux protéines G. Donc, on devrait avoir les résultats très bientôt. Il y a une équipe qui fait du transfert de cellules souches autologues. Je ne sais pas trop quel est le rationnel de cette étude ouverte. Il y a quand même un essai qui va débuter avec l'anakinra. Donc, il a débuté avec l'anakinra, mais en 2023, et là, on n'a pas encore de résultats. Il y a un essai maraviroc pravastatine qui va débuter. Donc, ça, c'est suite à une étude ouverte de l'équipe de Patterson qui a montré des résultats intéressants en associant le maraviroc, qui est un inhibiteur de CCR5, et la pravastatine, qui est un inhibiteur de la fractaline. Et donc, en associant ces deux inhibiteurs, l'hypothèse est qu'on inhiberait les monocytes et leur interaction avec les plaquettes et les vaisseaux sanguins. Et donc, on aurait une activité comme ça, anti-inflammatoire, notamment au niveau vasculaire. Donc, il y a eu un premier essai qui a été fait, qui a montré un intérêt. Une minute. Bon, alors. Et puis, les antihistaminiques. Donc, je passe très, très vite. Ensuite, anticoagulants. Du côté anticoagulant, donc on a un essai qui est malheureusement que d'une équipe en Afrique du Sud. C'est l'équipe de Pretorius qui a beaucoup travaillé sur les thromboses. Vous savez qu'il y a beaucoup de thromboses en phase aiguë, et donc son hypothèse, c'est que ce risque de thrombose, il se poursuit en phase chronique. Et dans une étude pilote sur 91 patients, elle a vu qu'à la fin du traitement, la majorité des symptômes avaient disparu et que la quantité de microcaillots avait diminué. Mais elle utilise 3 anticoagulants. 2 antiagrégants plaquettaires, plus un anticoagulant oral. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez dangereux à faire en dehors d'un essai. Et effectivement, il y a eu quand même des saignements de cette série. L'oxygénothérapie hyperbare. Donc, ça, c'est une approche qui a été publiée dès 2002 par les équipes israéliennes qui, en faisant de l'oxygénothérapie hyperbare, se sont rendus compte qu'ils amélioraient la perfusion cérébrale en IRM et de façon pas très significative, vous voyez le schéma en bas, en partie les capacités cognitives. Donc ça semble avoir fait des émules parce qu'il y a au moins 4 et 5 essais qui sont en cours avec l'oxygénothérapie hyperbare. Et enfin, les aphérèses, donc on en a parlé un petit peu, c'est une approche donc par filtration pour éliminer les auto-anticorps, les cytokines, les ROS, etc. Donc, beaucoup de patients s'y sont adonnés, ont dépensé beaucoup d'argent là-dedans, et on n'a vraiment quasiment aucune publication, sauf celle-ci, avec 27 patients qui ont été traités 2 fois par aphérèse, qui montrent qu'effectivement, on a une diminution des cytokines, des ROS, la formation de rouleaux. Mais dans cette étude, il n'y a pas du tout de suivi à long terme et pas de suivi clinique. Il y a une étude Cochrane qui a fait une méta-analyse des études disponibles, a montré que l'hypothèse était vraiment insuffisante pour le moment, la poursuivre en dehors d'essais cliniques. Voilà, en conclusion, je laisserai les conclusions comme ça. Si j'ai dépassé le temps, vous pouvez les lire. 12 minutes. Voilà, ça va. Pardon. Excusez-moi vraiment pour le fond des minutes. Le tour du monde en 12 minutes, ça va, c'était pas mal. Oui, 12 minutes. On appréciera. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, merci pour la présentation. Je me demande, parmi les 540 études cliniques que vous avez mentionnées sur Covid long, combien d'études il y a en France, s'il y a? Et la deuxième question que je me pose, c'est est-ce qu'il existe la liste des cohortes des patients Covid long en France? Parce que ce sera bien utile pour les chercheurs qui veulent
contribuer dans le domaine, savoir à qui s'adresser pour avoir l'échantillon. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'essais cliniques sur la plateforme clinicaltrial.gouv. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Il y a certainement des cliniciens qui font des études. Et à ma connaissance, il n'y a pas encore d'études qui soient multicentriques, pilotées par l'ANRS. Mais c'est quelque chose sur laquelle il faut réfléchir parce que c'est urgent d'en faire. Mais quelquefois, même si les résultats sont négatifs, ça apporte énormément. Je suis d'accord. Et pour les cohortes, je laisserai plutôt Yazdan ou peut-être Olivier répondre. Oui. Juste pour les cohortes, on a une listing. On a essayé de colliger les cohortes en France. Il y en a pas mal qui ne sont pas déclarées parce qu'elles ne nécessitent pas d'être mises sur des sites particuliers. Mais on a un listing de cohortes avec des biomarqueurs qui est à la disposition éventuellement si vous avez besoin de bien sûr, sans aucun problème, l'action coordonnée, elle a un listing. Il y a plusieurs cohortes qui ont des prélèvements, malheureusement de moins en moins. Et puis après, il faut discuter de quand est-ce que les prélèvements ont été pris, si ça intéresse vraiment les chercheurs. Plusieurs personnes nous ont contactés. Oui. Ah, en cours qui prélèvent, ça, il y en a peu, très peu, très peu, il manque de budget. Et sur la bibliographie qui est tenue à jour par les patients bénévoles de l'association Après J20, qui compte 6700 articles scientifiques à ce jour sur le Covid long. Nous avons répertorié 660 essais cliniques et 6 pour le moment en France, dont aucun en pharmacologie. Voilà. Petite question. Alors, en fait, c'est plutôt des commentaires par rapport justement à la question, est-ce que vous venez de dire, en fait. Bon, la première chose, je pense que c'est l'importance de faire des essais cliniques. Je pense que les périodes Covid nous a montré combien les essais rétrospectifs ou même d'études de cohorte sur l'efficacité de traitement, il y avait des problèmes méthodologiques. Donc l'importance, là de nouveau, il y a, je ne sais pas si vous avez vu sur le Mpox, le tecovirimat qu'on utilise depuis 2 ans en étant persuadé que c'est efficace. Il y a un essai clinique qui montre que ce n'est pas efficace, alors qu'on est tous persuadés que c'est efficace. Donc l'importance de faire ça. Deuxièmement, par exemple, tu as montré sur les antihistaminiques. Pas beaucoup de monde. 13 patients d'un côté, 14 sur l'autre. Oui. Je pense qu'on ne peut pas dire sur une étude comme ça que c'est efficace. Je pense qu'il faut faire vraiment attention. Après, bien sûr, c'est des messages très intéressants, hein, de dire, voilà, il y a cette étude qui montre que c'est efficace, on donne de l'espoir à court terme, mais je ne suis pas sûr que c'est un bon message. Troisièmement, alors là, c'est plutôt pour nous. Effectivement, vous l'avez dit, on a évalué des études qui ont été soumises, mais il n'y a pas eu d'étude multicentrique qui a été lancée. Et je vais vous dire, parce que j'ai eu cette discussion avec Tony Fauci, en fait, hein, où je lui ai dit que c'était difficile de lancer à partir du moment où on ne savait pas, finalement, c'est quoi dans quel sens il fallait y aller. Et lui, il m'a dit non, même si... C'est ce que tu viens de dire, Dominique. Ça veut dire que même si c'est des essais négatifs, il faut le faire. C'est ce qu'il disait. Et pour répondre aux patients. Tout à fait. L'idée des plateformes dont on parlait qui sont... C'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'hypothèse vraiment importante. Ouais. Là, on voit au bout de cette journée que la persistance virale, ça ne se discute plus. Tu vois, même s'il y a 6 mois, on disait... Et on voit que la monothérapie par Paxlovid pendant 15 jours ne suffit pas. Donc, il faut construire sur cette hypothèse-là. Tu vois, et là, je pense que ça se justifie. Un essai peut-être en combinaison. Et peut-être comme tu dis, depuis un an et demi, on a évolué là-dessus. Par ailleurs, comme vous êtes à côté de moi, on a via la DGOS, maintenant, on a un guichet qui est ouvert pour répondre à cette demande, et je remercie parce que c'est important. Et on va en parler tout à l'heure, de toute façon, mais c'est important. Et les dernières choses, alors ça date d'il y a 1 semaine. Vous ne le savez pas, mais en fait, Recover nous a proposé de participer avec eux aux études. Ah, très bien. Parce qu'en fait, l'ANRS fait partie d'un consortium qui, au départ, c'était NIH, mais nous, on veut dire que ce n'est pas uniquement NIH, c'est international. Et en fait, Recover a demandé à ce consortium international, qui est le STRIVE, pour que les centres participent aux études de Recover. Et je pense que c'est peut-être une autre façon aussi de pouvoir faire ces essais cliniques. Mais je suis d'accord, peut-être que la situation
est différente d'il y a 1 an et demi. Peut-être que nous aussi, il faut je suis complètement d'accord, il faut plus qu'on réponde. Et il ne faut pas simplement qu'on aille vers les résultats, vers les études où on pense que c'est absolument positif. Il faut dire aussi, même s'il y a un doute, il faut aller vers des études négatives. C'est que moi, j'ai appris aussi. Et du coup, il faut les faire. Et peut-être c'est un des trucs qui manque, en fait. Alors, soit tout seul, on a un guichet, la DGOS, soit via un consortium international assez rapidement. C'est bien le consortium international, mais on sera obligé d'obtempérer, tu vois, aux critères de jugement qu'ils ont choisis, etc. Ouais, donc juste... c'est bien. Non, mais il faut qu'on participe, y compris. Il faut qu'on participe, mais aussi y compris, voilà, parce qu'on est dans le comité exécutif. Après, je ne sais pas à quel. C'est pour ça que la décision dépend à quel point on est complètement passif ou on peut être actif. Non, c'est justement, lien avec ça, oui, participer, c'est bien, mais là, tu n'as pas parlé, alors on va en parler un peu avec la prochaine session, cette dernière question, après il faut qu'on passe, sur la notion des critères d'inclusion en réalité. Mais en fait, c'était ma discussion, tu vois, mais je n'ai pas eu le temps de la mettre. Mais c'est vrai qu'on a un gros problème dans ces essais. Il y a une énorme hétérogénéité des cas, déjà. On ne sait pas si c'est des Covid neuro, digestifs, pulmonaires. On a également que des critères cliniques. On n'a pas de biomarqueurs. Si on avait un biomarqueur, ça nous permettrait déjà d'être sûr qu'on inclut des Covid longs. On a des évaluations à des temps très différents. Il y en a, c'est en fin de traitement, d'autres, c'est 3 mois après l'arrêt du traitement. Donc, il y a vraiment une réflexion qui est à faire, peut-être au niveau international, pas que français, pour homogénéiser ça, comme on l'avait fait au temps du VIH, pour aboutir finalement, c'est juste la charge virale qui compte. Là, ça sera probablement pas la charge virale sanguine, vu qu'il n'y en a pas, mais on aura peut-être un long hauler, enfin, un algorithme de Covid long qui pourra être testé. Très rapidement, une dernière question. Oui, juste, est-ce que vous avez connaissance d'essais cliniques sur des enfants quelque part dans le monde ? Mais je sais que Besançon publie là-dessus, mais il n'y a pas d'essais cliniques randomisés. Hein. C'est des séries. Vous voyez, c'est des séries. Ok, merci beaucoup. Non, je voulais rappeler vraiment l'implication des patients. Hein, parce qu'il faut qu'ils puissent arriver juste dans les parcours de soins, jusqu'aux spécialistes qui vont prendre en compte de manière pluridisciplinaire leurs symptômes. Et jusqu'à maintenant, on en a encore beaucoup trop qui n'arrivent pas, qui restent sous les radars et qui restent donc en errance médicale dramatique chez les adultes et encore plus chez les enfants.